RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM. Il est midi. Voici le journal. À la une, 143e appel de Seydina Limamou Moulaye Al-Mahdi, Yoff, Cambérène, Ngor, tout est fin prêt. Yoff Layène a fait peau neuve et dit attendre les fidèles. L'appel c'est du 21 au 22 de ce mois. Nous allons retrouver l'équipe d'RFM sur place. Tension politique est sortie du Khalif général des Mourides. À Mbacké, la section locale de la société civile invite les acteurs politiques à plus de responsabilités. Vous entendrez l'administrateur de la plateforme Mbacké Samagor. Et puis, sauvegarde de la démocratie et travailler pour l'équilibre du Sénégal. Une lettre en ce sens circule. Déjà 150 signataires, citoyens lambda, cadres d'entreprise, ministres, acteurs politiques, pouvoir comme opposition, tous ont signé. Le président Macky Sall poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il est attendu à Sédhiou le 26 février prochain. Plusieurs doléances déjà sur la table. Et puis la sortie du ministère de la Santé suite au boycott du programme élargi de vaccination par les agents de santé membres de l'Alliance And Gueusseum. Le directeur de la prévention condamne la décision des grévistes qui ont restitué le matériel destiné à la vaccination. Cette mesure peut être lourde de conséquences, reconnaît le docteur Mamadou Ndiaye. L'actualité internationale, ce sera avec Georges Déthié Diop, le sport, Malal Diagne Junior, la presse du jour Mohamed Ali Mouba. Et puis à suivre le journal réservé à la 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Moulaye, appel qui démarre demain 21 février. Direction Cambérène pour retrouver Jo Maron. Bonjour Jo Maron. Bonjour Barthélémy Ngom. On va vous retrouver tout à l'heure juste après cette session d'information pour le journal de l'appel, mais dites-nous déjà les grandes lignes. Nous sommes à Cambérène, mais nos équipes ont fait le déplacement ce matin pour voir l'ambiance à Yoff. Au menu de ce journal, les préparatifs à Yoff, à quelques heures de l'événement, dans les maisons, rues et autres ruelles, tous les sites ont été bien nettoyés pour accueillir les fidèles. Nous parlerons également du thème du 143e appel, la paix et le développement, à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Moulaye, thème décortiqué par le porte-parole des Layènes. Et ce sera tout à l'heure, juste après cette session d'information. Jo Maron et l'équipe d'RFM présentent donc entre Yoff, Cambérène et Ngor pour les besoins de l'appel de Seydina Limamou Moulaye, la 143e qui démarre demain. Yoff Layène a fait peau neuve et se dit prêt à accueillir les fidèles. Le foyer religieux et même, les travaux d'embellissement entamés aux alentours du domicile du Khalif sont en phase de finition. Un de nos envoyés spéciaux, Ndongoka, y a fait un tour. Au pied de la maison des hôtes devant le domicile du Khalif général des Layènes, les ouvriers continuent de poser les pavés. Ces travaux de pavage sont en phase de finition. Le chantier est exécuté par l'AGETIP sous la supervision du coordinateur du programme Khi Ndawi, Amadou Gueye. Au rez-de-chaussée de la résidence, les peintres également munis de leurs outils sont à pied d'œuvre. L'espace est peint en vert et blanc. Ce site change de visage à quelques heures du démarrage du 143e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Moulaye. Sur ce site, nous avons au rez-de-chaussée un espace pour accueillir les pèlerins. Au niveau du premier étage, c'est un centre de formation islamique. Et au deuxième étage, nous avons des résidences pour les hôtes de grande marque du Khalif des Layènes. Ici sur le terrain, le programme Khayounawi, les jeunes apportent leur contribution pour mettre de la propreté et de l'hygiène. Sur place, nous avons croisé le directeur général de l'AGETIP, venu constater l'état des travaux, Elhadji Malick Gaye. Pratiquement le bâtiment est terminé. On était sur des travaux d'embellissement qui sont en cours et d'amélioration même du cadre de vie tout autour du préau. Le comité d'organisation de l'appel de son côté est fin prêt pour accueillir les pèlerins. Moustapha Dem en est le secrétaire général adjoint. Le maître d'œuvre de cet événement en matière logistique a déjà fini ses tentes. Maintenant, tout sera fin prêt pour un bon démarrage de l'appel. Yoff Layène est déjà dans la ferveur de l'appel, comme en témoignent les chants religieux qui retentissent de loin. Voilà, Yoff donc qui se prépare à accueillir les fidèles pour les besoins du 143e appel de Seydina Limamou Moulaye qui, je le rappelle, demain commence demain, donc 21 février. Nous restons avec la religion, mais sous l'angle politique. Comment comprendre cette cascade de réactions des chefs religieux du Sénégal sur la situation politique tendue
Eh bien, Mohamed Ali Mouba a posé la question à des analystes politiques et vous allez le voir, il l'explique surtout par la pression que mène une certaine frange de l'opposition à l'endroit des chefs religieux. Touba, Tivaouane, Ndiassane ne pouvaient plus garder le silence. Selon le journaliste Aliou Ndiaye, la sortie en cascade des chefs religieux s'explique aisément. C'est parce que leurs sanctuaires ont été violés par une certaine opposition. Ils avaient toujours une sorte d'immunité politique au Sénégal qui faisait que, les ordres dans leur ville sainte étaient respectés, que les sanctuaires n'étaient pas violés, que leur personnalité était respectée. Mais on a vu depuis un certain nombre de temps une certaine opposition déjà, où des gens qui se présentent comme étant des défenseurs d'une certaine opposition s'attaquaient directement aux chefs religieux, s'attaquaient à leurs épouses, s'attaquaient à leurs enfants. On a vu aussi la dernière fois ce qui s'est passé à Mbacké et Touba. Tout cela montre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des sanctuaires qui ont été violés. Et le fait que ces sanctuaires-là aient été violés ont poussé certainement les chefs religieux à se dire qu'ils ne sont plus dans l'obligation de rester dans... Se défendre avec les moyens du bord face à des formes d'expression violentes cultivées sur les réseaux sociaux. Mamadou Sy Albert, journaliste, analyste politique. Je sens une pression. Il y a une pression des nouvelles technologies, mais il y a aussi une pression d'un nouveau langage qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre au Sénégal. Ce qui fait qu'il y a un problème de communication entre les chefs religieux et les réseaux sociaux et ces jeunes-là. Je pense que c'est plutôt la rupture dans la communication. La communication des chefs religieux passe mal dans les réseaux sociaux et dans l'espace public. Ce qui fait que, ils alertent qu'il y a une menace quand les Sénégalais quand même ne respectent plus les guides religieux, ne respectent plus les fondateurs du pouvoir religieux. Selon Aliou Ndiaye, les chefs religieux ont compris qu'un tournant est franchi. L'horizon n'est pas forcément dégagé. On a commencé à attaquer les familles religieuses ouvertement sur Internet. Et là, ce qui s'est passé, l'événement de Mbacké pour moi de Touba est un tournant. Là, les sanctuaires ont été violés 2 fois. L'éruption de Pastef dans l'espace politique a bouleversé les équilibres de notre pays selon Aliou Ndiaye. Équilibre battu sur un système distribué entre hommes politiques, clergés musulmans et hauts fonctionnaires. Justement, Mohamed Ali Mouba, la tension politique et cette sortie du khalife général des Mourides à Mbacké, la section locale de la société civile invite les acteurs politiques à plus de responsabilité. L'administrateur de la plateforme Mbacké Samagor interpelle surtout le chef de l'État. Voici Moustapha Diagne avec Papa Ballagui. Nous vivons une situation relativement alarmante du fait des clivages politico-judiciaires et religieux qui interpellent au premier plan le chef de l'État, président de la République, garant de la stabilité du climat social. Et la principale source de conflit dans ce pays est l'instauration d'une justice à 2 vitesses et les interdictions tous azimuts des manifestations de l'opposition. Et c'est ce qui a causé la révolte des militants assoiffés de respiration démocratique. À l'opposé, les acteurs de l'opposition sont systématiquement interdits de toute forme d'expression conformément à la volonté du chef de l'État, de les réduire à leur simple expression. Nous appelons à toutes les forces vives de la nation pour appeler tout un chacun à affirmer sa responsabilité individuelle en étant l'incarnation du changement qu'il souhaite, spécifiquement à la ville de Touba. Il est important de veiller à la sacralité de cette espèce religieuse, conformément à la volonté du patriarche mouride, Serigne Mountakha Mbacké Yàlla na fi yàgg te wér, d'exclure toute velléité de manifestation politique. Toutefois, pour éviter tout manquement et débordement à ces manifestations, il est important de respecter la liberté individuelle et collective à travers un encadrement sécurisé des forces de défense et de bannir dans les actes administratifs toute forme d'interdiction. Et puis, sauvegarder la démocratie et travailler à l'équilibre du Sénégal, une lettre en ce sens circule. Déjà 150 signataires, citoyens lambda, cadres d'entreprise, ministres, acteurs politiques, pouvoir comme opposition, tous ont déjà signé.
Nafissa Toussila. Un manifeste daté d'hier, Landing Savané, Mamour Cissé, Tchernolo, le professeur Pape Dembassi, le ministre Sambassi ou encore Pape Sanyambay et même des enseignants-chercheurs des universités du Sénégal, pour ne citer que ceux-là, l'ont signé. Leur souci, la préservation du modèle démocratique d'équilibre et de sérénité, un impératif pour la sécurité et la stabilité du pays. Il s'agit pour eux de veiller au libre jeu politique et s'adresse aux acteurs politiques de tous bords, ceux, surtout, en perspective des échéances de la présidentielle de 2024. Ainsi s'impose pour les signataires, 150 au total, un dialogue politique sain avec des débats pas du tout stériles et pour eux, abat les appels à l'insurrection et tout son lot de chaos pouvant installer un climat pas du tout favorable au pays tout entier. Sont interpellées toutes les franges politiques, partis au pouvoir comme opposition, de même les autorités religieuses coutumières, acteurs économiques ou organisations de la société civile, mus par le souci sincère pour une société d'équilibre. L'enjeu pour ces signataires est de renforcer dans l'opinion la tendance salvatrice à un vaste courant républicain et démocratique et contre les velléités liberticides dans un contexte mondial et sous-régional en convulsion. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. À midi passé de 11 minutes, cet incident en haute mer au niveau de la plateforme gazière de BP à Saint-Louis, un navire appartenant à la marine sénégalaise a heurté une pirogue blessant ainsi le capitaine. S'en est suivi une manifestation spontanée des pêcheurs. Ils ont bloqué le pont Masek Ndiaye durant des heures. Ousseynou Diop. La marine sénégalaise qui assurait la sécurité des installations de la plateforme pour l'exploitation du gaz a heurté une pirogue du quartier Gendar, ce qui a occasionné un blessé. Très remontés, les pêcheurs de Gendar ont barré l'accès du pont Masek Ndiaye pendant plusieurs heures. Idrissa Diaw fait partie des manifestants. La marine sénégalaise a poursuivi la pirogue sur plusieurs mètres. La marine a blessé un pêcheur qui était dans la pirogue. Les pêcheurs ont été sauvés par leurs camarades qui étaient à quelques mètres de là. Pour ces pêcheurs, la pirogue a été complètement détruite par la marine sénégalaise. Le capitaine de la pirogue blessé suite à cet incident est aussi évacué à l'hôpital régional de Saint-Louis. Il n'y a pas eu de mort dans cet accident, mais un blessé est noté. Le capitaine de la pirogue est aussi évacué à l'hôpital. C'est pourquoi il ne peut pas venir ici. L'embarcation a été complètement détruite. Diatara est une zone jugée poissonneuse et très convoitée par les pêcheurs saint-louisiens. Malheureusement, c'est le site où la plateforme a été installée. Pour régler le problème, les pêcheurs de Saint-Louis réclament des négociations sérieuses entre les deux États, sénégalais et mauritaniens. Il faut créer une zone tampon de 50 km entre le Sénégal et la Mauritanie pour permettre aux pêcheurs sénégalais de travailler en toute sérénité. C'est le premier incident enregistré depuis l'installation de la plateforme pour l'exploitation du gaz dans les mois à venir. Les pêcheurs de Saint-Louis veulent que l'entreprise BP entame des séries de rencontres avec les acteurs de la pêche pour éviter la malédiction du gaz. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. En tout cas, suite à cet accident, le préfet Modou Ndiaye a sommé l'entreprise BP à veiller à la sécurité des pêcheurs. L'autorité qui a reçu les pêcheurs a également demandé aux responsables de l'entreprise d'accélérer l'installation des récifs. Voici Modou Ndiaye, le préfet de Saint-Louis. Comme vous le savez, au niveau de la plateforme, il y a ce qu'on appelle une zone tampon, qui est une zone dangereuse, donc interdite de pêche. Et souvent, on me signale qu'il y a des pêcheurs qui y vont pour y pêcher parce que, paraît-il, c'est une zone poisonneuse. Donc voilà, donc l'autre élément, c'est qu'on a demandé à BP d'accélérer le processus d'installation des récifs en concertation avec les parties prenantes. Bon, nous lui avons demandé également, lors de cette rencontre, de baliser la zone tampon au niveau de la plateforme pour permettre aux pêcheurs d'identifier les limites des zones de pêche autorisées. Enfin, nous avons demandé aux jeunes vraiment de privilégier la concertation et le dialogue pour trouver des solutions en cas de difficultés ou problèmes rencontrés. Modou Ndiaye, le préfet de Saint-Louis. Kaffrine, un incendie s'est déclaré ce week-end à Korki, un village situé dans la commune de Diamal, dans le département de Birkelane. Les flammes ont emporté tout sur leur passage. Ndeye Awa Bey nous rapporte l'inquiétude des victimes. Une odeur de fumée se dégage encore des maisons de Korki Serer. Un violent incendie s'est déclaré dans ce village et a fait d'énormes dégâts. Une bonne quantité des dernières récoltes est aussi consumée. Mamadou Diop
Diouf est le chef de village de Korki Serer. Nos chevaux, nos moutons, nos maisons, tout a pris feu. En ce moment, s'il y a incendie dans un village, on passe aux récoltes stockées, mais aussi au foin. Tout est parti en fumée. Après l'incendie, nous avons installé un comité chargé de recenser les dégâts et on a constaté que ça tourne à près de 3 500 000 francs CFA. Trouvé sur les lieux du sinistre, un morceau de tissu enroulé tout au long de son bras gauche, ce jeune homme, environ la trentaine, retrace le film de l'incendie. Il est l'une des victimes et parle sous le couvert de l'anonymat. Quand je suis monté pour débrancher les fils électriques, le feu est devenu trop vif avec le foin qui était stocké ici. Aussitôt, main gauche a été touchée. C'était vraiment catastrophique. Ces derniers temps, des séries d'incendies sont enregistrées dans plusieurs localités de la région de Kaffrine. Le chef du village de Korki Serer appelle les populations à plus de vigilance. Mamadou Diouf. Nous sommes en train de sensibiliser les autres villages sur les risques d'incendie parce que c'est des pertes énormes qu'on ne peut pas évaluer. Nous sommes vraiment inquiets. Pour l'heure, l'origine du feu n'est pas encore déterminée. Les victimes qui ont subi beaucoup de dégâts sollicitent un appui de l'État. Day Aoubey, Korki Serer, Kaffrine, Radio Futur Média. Le ministère de la Santé qui réagit au boycott du programme élargi de vaccination par les agents de santé membres de l'Alliance Andegosum. Ces derniers ont même restitué tout le matériel destiné à la vaccination, une décision qui entre dans le cadre de la lutte pour la satisfaction de leurs revendications. Le directeur de la prévention condamne justement cette mesure de boycott qui peut, selon lui, être lourde de conséquences. Toutefois, il assure que des dispositions sont prises pour assurer la continuité des vaccinations. Écoutons le docteur Mamadou Ndiaye au téléphone avec Elad Djindjo Goudjen. C'est une réaction de désolation par rapport à cette situation. Notamment, la vaccination est une activité qui est dédiée à des cibles particulières, notamment sont les enfants et accessoirement également les femmes. Donc, et aussi, c'est un programme qui cible les maladies qui peuvent faire l'objet d'épidémies et des maladies dont la plupart sont mortelles. Et d'ailleurs, si la mortalité infantile ou infanto-juvénile a régressé, c'est entre autres grâce à la vaccination. Et que si certaines maladies sont éradiquées également, ou certaines sont en voie de l'être, c'est grâce à la vaccination. Donc, si on décide de faire un boycott par rapport à la vaccination, ça signifie qu'on expose les enfants et les femmes à des maladies et des épidémies meurtrières. Justement, une semaine après, est-ce que vous avez ressenti les conséquences de ce boycott de la vaccination par les travailleurs de la santé? Non, c'est pas une semaine. On ne peut pas le sentir une semaine après parce que ce sont hormis ceux qui vont venir et qui trouveront que le rendez-vous est raté, peut-être. Les conséquences, c'est ultérieur parce que la gravité de cette situation, c'est que ça ne va pas se ressentir maintenant. Même si ça se ressent maintenant par rapport aux occasions ratées, etc. Et plus tard, des années ou bien une année après ou bien des mois après qu'on pourra le ressentir. L'un dans l'autre, nous sommes instruits d'assurer la continuité des services par tous les moyens. Donc, on va essayer de minimiser, en tout cas, pour que les gens ne soient pas, les enfants et les femmes ne soient pas pénalisés. On va s'organiser. Il y a autre chose quand même qui est extrêmement grave et déplorable, c'est le fait même de vouloir restituer le matériel ou les vaccins, ça n'appartient pas aux grévistes. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. L'Alliance Andegosum, justement, est l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales qui entament demain leur 11e plan d'action. Un plan d'action qui sera marqué par une grève de 96 heures et une marche nationale vendredi prochain à Kaffrine. Un autre mouvement d'humeur, cette fois-ci celui de la Fédération des syndicats de la santé, les agents de santé de Ngor, Cambérène, Yoff, Ouakam et Parcelles Assainies, entre autres, sont épargnés. La F2S demande à ses agents d'assurer la couverture médicale de la 143e édition de l'appel de Seydina Lima Moulaye. Décision prise après concertation. La Fédération des syndicats de la santé a décrété 48 heures d'arrêt de travail à compter de demain, mardi, pour exiger le respect des accords signés avec le gouvernement. Je vous l'annonçais en titre, le président Macky Sall qui poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Il est attendu à Sédhiou le 26 février prochain.
Mais dans l'arrondissement de Barkedji, les populations font part de leurs revendications en attendant bien sûr l'arrivée du chef de l'État. Bakary Konté. Le 23 juin 2022, le ministre des Infrastructures, Mansour Faye, avait procédé au lancement de la deuxième phase des travaux de bitumage de la boucle d'Iboudjé pour un coût global de plus de 27 milliards de nos francs. Mais depuis lors, les travaux bougent à pas de caméléon, une situation que déplorent les populations de l'arrondissement de Djiréji. Mohamed Lamine Diawara, maire de Djiréji. Aujourd'hui, on s'est retrouvés pour partager avec la population non seulement les réalisations du président de la République, quand même qui est vraiment inestimable, mais aussi les défis qui nous attendent. Nous avons eu vraiment l'opportunité d'avoir tous les maires du département autour du maire de Sédhiou, le ministre Abdoulaye Diop, qui vraiment est une fierté. Nous avons énuméré un certain nombre de préoccupations que nous partageons avec la population. D'abord par rapport à l'emploi des jeunes, qui est vraiment c'est national, c'est mondial, mais quand même on pense que chez nous c'est encore plus crucial. Il y a aussi le bitumage des infrastructures, le bitumage de la boucle du Boudjé. On sait que les travaux avancent, mais la lenteur quand même qui est un peu déplorable. Et vraiment, comme l'hivernage s'approche, nous souhaiterons que vraiment que les travaux soient accélérés. Plusieurs villages des deux communes du Boudjé ne sont pas électrifiés. Par rapport à l'électrification rurale, c'est vrai qu'on a quand même un certain nombre de villages qui sont électrifiés. Maintenant, il y a un programme de la Banque mondiale, PAS, qui devrait électrifier une vingtaine de villages dans la zone de Djiréji jusqu'à Benmé. Mais malheureusement aussi, nous constatons une lenteur dans la mise en œuvre de ce projet. Mohamed Lamine Diawara promet. En tout cas, soyez sûrs que le Boudjé va faire le plein à Sédhiou. Parce que nous attendons quelqu'un qui le mérite. Macky Sall mérite un accueil triomphal. Vu tout ce qu'il a réalisé, l'hôpital régional de Sédhiou, c'est pas pour la commune de Sédhiou, c'est pour toute la région de Sédhiou. Le pont de Marsassoum. Le manque d'emploi et de formation des jeunes et femmes était au cœur des débats. Venu présider ce meeting, Abdoulaye Diop, DG du COSEC, a salué les grands investissements du président Macky Sall dans la région de Sédhiou et promet la prise en charge de toutes ces doléances. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. Les habitants des quartiers rattachés à Tivaouane ont tenu un rassemblement une semaine après leur première manifestation. C'était pour apporter des clarifications par rapport à la dette de 14 millions de francs CFA que les responsables du forage doivent à la Sénélec. L'ardoise n'a pas été payée, contrairement à ce qui a été dit. Regrettent ces populations qui, disent-elles, ne veulent plus être rattachées au forage, mais plutôt sur le réseau de la Sen'Eau. Maguetso. Les habitants des quartiers rattachés à Tivaouane apportent des précisions sur leur facture d'eau estimée à 14 millions de francs CFA qui serait totalement réglée par deux politiciens de Tivaouane. Une information infondée selon les habitants des quartiers rattachés à la ville sainte. Gora Diaw est habitant du village de Ndindi. Nous sommes plus de 32 villages dont notre approvisionnement à l'eau vient du forage communément nommé le forage de Ndindi qui est en panne depuis presque 3 mois, faute d'une facture d'électricité qui avoisine les 14 millions. Nous remercions M. Diagne Simbeng qui a fait une contribution en donnant 3 millions francs CFA. Mais dans leur déclaration, ils ont communiqué d'une façon vraiment qui n'est pas en faveur des villageois qui ont besoin de l'eau. Parce que si on a un problème de 14 millions, tu nous donnes 3 millions francs CFA et tu nous dis que tu as réglé le problème de façon définitive, ça c'est pas joli. Et nous déplorons ça. Il y a un autre monsieur qui est là, qui fait de la politique aussi. On a entendu sur une télé de la place qu'ils disent que le restant de la facture a été réglé par ce monsieur, alors qu'il n'en est pas question. Le problème de Ndindi reste et demeure toujours. Ces 32 villages ne veulent plus être alimentés par le forage, mais demandent que la Sen'Eau étende son réseau dans leur quartier. Nous, habitants de Ndindi, habitants de Sinou Khali, Ndoyen et Yadjin, je pense que pour que le problème soit réglé de façon définitive, il nous faut des branchements du Sen'Eau. Nous n'allons pas dire que nous réclamons l'eau au niveau de Sen'Eau seulement, mais nous réclamons aussi le paiement de la facture. À cause d'une mauvaise gestion de la première équipe qui était en charge du forage, les habitants des 32 villages sont privés d'eau. Tivaouane, Maguetso, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. C'est avec Georges Dekedio. Bonjour Georges. Bonjour Barthélémy. Burkina Faso d'abord, plusieurs dizaines de terroristes tués dans le Sahel. Une soixantaine selon l'armée burkinabé. Dans un communiqué ce matin, ces terroristes ont été neutralisés lors d'une contre-offensive aérienne qui a visé des colonnes d'assaillants qui avaient tendu l'embuscade contre une unité militaire vendredi dernier.
Awambaye. L'armée burkinabé a engagé une contre-offensive aérienne qui a permis de neutraliser une soixantaine de terroristes qui tentaient de s'exfiltrer en direction de la frontière au nord, selon le communiqué parvenu au site d'information Wakasera. Le bilan fait état également de 7 véhicules et des dizaines de motos détruits par les vecteurs aériens des forces armées nationales. Au cours de l'opération, l'armée a perdu certains de ses hommes et d'autres ont été blessés. Ce sont 8 corps de militaires qui ont été sur le champ de bataille. 3 autres blessés évacués et pris en charge et plusieurs militaires sont toujours recherchés. Le chef d'état-major général des armées a adressé ses encouragements aux unités engagées dans les opérations de riposte et de recherche et invite les populations burkinabées à s'abstenir de diffuser des bilans qui ne sont corroborés par aucune constatation sur le terrain. Le Burkina Faso qui a annoncé hier la fin officielle des opérations de la force française Sabre. Le 18 janvier dernier, le gouvernement burkinabé avait dénoncé les accords de défense entre les deux pays, laissant un mois à la task force française pour quitter son sol. L'état-major burkinabé a annoncé dans un communiqué qu'une cérémonie solennelle de descente de drapeau a été organisée samedi avec le commandement de la force française au Burkina Faso. L'événement s'est déroulé dans l'enceinte du camp Bila Zagré en périphérie de Ouagadougou, la capitale. CEDEAO, interdiction de voyager pour les autorités du Burkina, de la Guinée et du Mali. Une décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors d'un sommet extraordinaire samedi à Addis Abeba. La CEDEAO a décidé d'imposer une interdiction de voyager donc aux membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires des 3 pays. La conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a également décidé de maintenir les sanctions existantes à l'encontre des 3 pays. En Libye, l'Union africaine annonce une conférence de réconciliation nationale. Une annonce faite hier à l'issue du 36e sommet de l'Union africaine. Le président de la commission de l'UA annonce qu'ils ont réuni les différentes parties et sont en train de travailler avec eux sur la date et le lieu de la conférence nationale sur la Libye qui se tiendra sous l'égide du comité de haut niveau de l'Union africaine présidé par le chef de l'État togolais Denis Sassou Nguesso. Selon Moussa Faki Mahamat, une réunion préparatoire a eu lieu il y a quelques semaines à Tripoli. Il affirme que le départ des mercenaires a été demandé et il faut nécessairement que les Libyens se parlent, une condition préalable pour aller à des élections dans un pays apaisé. De fortes chutes de neige au Maroc. Oui, des chutes de neige qui ont occasionné de nombreux désagréments dans plusieurs villes. Face à cette situation, l'armée a été mobilisée pour venir en aide aux populations dans le besoin. Khadim Baye. 1,7 m de haut, les chutes de neige ont battu tous les records cette année, notamment dans le sud du pays. Des coupures de routes rurales, du réseau électrique et téléphonique, créant des difficultés pour les automobilistes et les camionneurs des villages enclavés. Les conséquences sont nombreuses. Si aucune victime n'a été déclarée pour l'heure, une femme enceinte qui était sur le point d'accoucher a été transférée par hélicoptère dimanche d'un Douar, comprendre Bourgade, vers l'hôpital provincial Sidi Hussein Benasser à Ouarzazade. Ces chutes interviennent après une longue période de sécheresse. Un dispositif d'aide a été immédiatement mis en place. Des avions des forces armées royales ont acheminé ces derniers jours des aides d'urgence au profit des populations touchées par ces fortes intempéries et chutes de neige. Le roi Mohamed VI a ordonné en effet la mobilisation de l'ensemble des moyens pour apporter l'assistance nécessaire et acheminer le soutien aux populations touchées. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Depuis le président américain en visite surprise à Kiev ce lundi, Joe Biden a rencontré le président Volodymyr Zelensky dans la capitale ukrainienne. Une visite à quelques jours du premier anniversaire de l'offensive russe en Ukraine. Joe Biden a annoncé la livraison d'autres équipements essentiels, notamment des munitions d'artillerie, systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne. Il annonce qu'une aide américaine supplémentaire de 500 millions de dollars pour l'Ukraine allait être officialisée dans les prochains jours. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. RFM Sport. Malal Diane Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Nous parlons d'abord de la Coupe d'Afrique des U20. Le Sénégal a réussi son entrée dans la compétition. Hier, c'était face au Nigeria. Les joueurs de Malik Daf ont bien étudié l'équipe nigériane et bien élaboré et exécuté le plan de jeu du sélectionneur. Résultat des courses, le Sénégal a battu le Nigeria par 1-0.
comment analyser la prestation de l'équipe de Malick Daf, comment également décortiquer le plan de jeu mis en place par ce dernier. Nous avons posé ces questions à Pape Mafal-Niang. Il est coach formateur et président de l'école de football Gouney Mafal de Hann Bel-Air. Je salue la maturité tactique de l'entraîneur du Sénégal, Malick Daf, qui a d'abord mis en place une équipe attentive et très à l'écoute de son adversaire qui était le Nigeria, pour ensuite venir en seconde période attaquer et développer son jeu. Les joueurs de Malick Daf ont bien assimilé les plans de jeu et les tactiques qui ont été élaborés, et cela a été également bien exécuté. Je vois dans ce groupe beaucoup de cohésion, beaucoup de complicité. Je pense très bien que cette équipe peut aller très loin dans cette compétition. Maintenant, pour le prochain match, il va falloir également venir avec la même stratégie, observer l'adversaire, voir son plan de jeu pour ensuite contrecarrer. Je pense, au regard de leur prestation d'hier, j'ai bon espoir que cette équipe du Sénégal peut aller loin dans cette Coupe d'Afrique des petites catégories. Le prochain match des Lionceaux est prévu mercredi à 14h. Ils vont affronter l'équipe du Mozambique. La fin de la 13e journée de la Ligue 2 sénégalaise cet après-midi avec une seule rencontre au programme. L'équipe de Dembo Diop FC qui va jouer contre l'équipe de Keur Madior. Basketball à présent, le Sénégal vise la qualification mondiale chez les hommes. Ils sont déjà en Égypte à Alexandrie où aura lieu la 5e fenêtre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde chez les hommes. Pour l'instant, ils sont 10 joueurs à répondre à l'appel du sélectionneur de Sagana Diop. Sont attendus dans les prochaines heures Babacar Sané et Khalifa Diop. Solethiam fait le point. Ils ont explosé le stadium Marius Ndiaye ce week-end, surtout avec des paniers primés. Jean-Jacques Boissy de l'AS Douane et Cheikh Bamba Diallo de la GIA ont participé grandement à la victoire de leur équipe. L'un des meneurs des Lions compte bien représenter le basketball local. Jean-Jacques Boissy. Oui, très bien, Inch'Allah. On va partir avec la même énergie et la même ambition. Le Sénégal démarre cette fenêtre contre le Soudan du Sud, actuel leader du groupe F, un adversaire à prendre au sérieux. Mais Cheikh Bamba Diallo reste confiant. C'est vrai qu'ils sont jeunes, on les connaît, on les a joués 2 fois, on les a battus 2 fois. Donc on a un avantage psychologique sur eux, mais il va falloir être concentré, appliqué et très rigoureux pour contrecarrer leur plan et essayer de tout mettre en œuvre pour les battre une 3e fois. Et c'est pareil aussi pour nos adversaires que sont la Tunisie et le Cameroun. On va aussi amener d'autres plans de jeu. Le Sénégal a besoin de 2 victoires pour se qualifier, mais selon nos interlocuteurs, réaliser le carton plein est bien possible. On part pour gagner les 3 matchs parce qu'il y a déjà beaucoup de challenges. Trop de gens parlent du Sud-Soudan va battre le Sénégal. Du coup, c'est toujours un challenge de partir, gagner les 3 matchs et nous concentrer pour nous qualifier aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde. 3 victoires. On va se battre, montrer à tout le monde qu'on est là pour avoir 3 victoires pour se qualifier à la Coupe du Monde. Pour qualifier la Coupe du Monde. En vue de cette 5e fenêtre, les protégés de Ngagne de Sagana Diop démarrent les séances d'entraînement ce lundi. Le Sénégal joue contre le Soudan du Sud le 24, puis la Tunisie le 25 et le Cameroun le 26 février. À noter ce congrès, 7e congrès de l'AIPS Afrique qui va se dérouler du 23 au 25 février à Dakar pour le poste de président de l'AIPS Afrique. Le président de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise, Abdoulaye Thiam, est candidat. Il est candidat, oui. Malal Diagne Junior, merci. Il est midi 33 minutes. Vous l'avez compris, donc l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, la 143e édition qui démarre demain, 21 février. C'est donc la fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, Abdoulaye Diop à la technique, Yassine Pouy au digital. Nous nous rendons directement à Cambérène, retrouver Jo Maron pour le journal de l'appel. Retrouvez la revue de la presse juste après Jo Maron. Bienvenue au journal de l'appel de Seydina Limamoulaye. Les préparatifs du 143e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye, Yoff Layène fin prêt pour accueillir les pèlerins. À Yoff, les fidèles qui s'attellent au dernier réglage. Toutes les maisons, rues et autres ruelles ont été bien nettoyées. C'est pour accueillir les fidèles. Oumou Kalsoumi.
Nous sommes à Yoff, plus exactement à Layène. Dans ce quartier, les zikrs des fidèles retentissent de partout. De loin, on aperçoit des habitants qui s'activent au toilettage des lieux. Mère Ndoye en fait partie. Balai à la main, elle nettoie la devanture de sa maison pour préparer le grand événement. Actuellement, nous nettoyons au propre tous les coins et recoins de nos maisons et c'est pour accueillir nos invités, les fidèles talibés. Nous voulons les mettre à l'aise afin qu'ils se sentent comme chez eux. Non loin de là, nous sommes chez le marabout Mambabakar Laye. Dans l'enceinte de la grande maison, des tentes sont dressées. Caroline Fall vient de Mboro, assistée de 2 femmes. Elle distribue des sacs de légumes en guise de soutien aux familles. C'est pour bien recevoir les hôtes lors de l'appel de Seydina Limamou Laye. C'est la femme de l'oncle du marabout qui faisait cet acte de solidarité. Elle est empêchée pour cette année. Je suis venue pour la représenter. Pour ces légumes que vous voyez, tous ces légumes que vous voyez viennent de Mboro. C'est juste pour apporter notre soutien aux familles pour mieux préparer l'appel de Seydina Limamou Laye. Chez une autre famille, Laye, non loin de la grande mosquée, 6 bœufs sont attachés sur des poteaux. Pour Abibou Laye, tout est fin prêt. Toutefois, il demande aux invités de bien se couvrir pour lutter contre le froid. Comme vous pouvez le constater, nous procédons au dernier réglage pour accueillir les fidèles. Je leur demande juste de bien se couvrir parce qu'il fait très frais ici à Yoff. Et tous ces bœufs aussi que vous voyez et ces denrées, c'est pour eux les fidèles. Venez nombreux, tout est là. La 143e appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi est prévu du 21 au 22 février à Cambérène, Yoff et Ngor. L'association Vision 129, un regroupement des petits-fils de Seydina Limamou Laye, une structure créée en avril 2008. Pour cette année, l'association a offert plus de 50 tonnes de riz et des denrées sur fonds propres pour soutenir les familles. Les responsables invitent les membres à redoubler d'efforts pour mieux pérenniser l'acte de solidarité. Chérif Alassane Laye Diop, secrétaire général de l'association Vision 129, interrogé par Oumou Kalsoumli. À Yoff Layène, qui se trouve être la capitale de la communauté, nous distribuons un grand lot. Nous donnions un lot de 5 tonnes à Cambérène avec autant de bouteilles d'huile. Nous y avions associé la famille du Khalif qui se trouve à Malika et aussi la famille Angor. Nous avons aussi vu que Seydina Limamou est né ici à Yoff. Il y a une grande communauté de membres de la famille Seydina Limamou qui sont ici à Yoff du côté paternel comme du côté maternel. Même s'ils ne sont pas des disciples de la communauté Layène, c'est des gens avec qui nous partageons des liens encore plus importants et c'est la famille. Aujourd'hui, c'est toute la commune de Yoff qui célèbre l'appel. Donc, il serait plus judicieux de donner des dotations à tous les quartiers, les 15 quartiers de Yoff, de leur donner le phare pour soulager les populations et donc les différents daïras qui doivent recevoir les pèlerins. Pour cette année, nous avons distribué 50 tonnes de riz dans des sacs de 25 kg et pour chaque sac de 25 kg, nous avons ajouté 5 litres d'huile. Ces tonnes de riz, ces denrées de première nécessité que nous distribuons, ce n'est pas un financement que nous recevons des autorités étatiques ou de qui que ce soit. Ce sont nous, membres de l'association, qui nous cotisons. Nous nous cotisons chaque jour, chaque année. Chacun de nous sort ce qu'il a pour contribuer au financement de l'opération sociale. Ce n'est pas uniquement aux disciples de la communauté Layène que nous donnons ces denrées-là. Non, nous distribuons ces denrées à toute personne résidant dans un des lieux qui doivent accueillir les festivités de la célébration, que ce soit à Yoff, à Cambérène, à Ngor, à la grotte des Almadies. La paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Laye, c'est le thème de la célébration du 143e appel de Seydina Limamou Laye prévu mardi et mercredi. Le porte-parole de Layène explique le choix du thème et son importance. Seydina Issa Laye avec Omar Mbow. Nos forces de sécurité, profitez pour les saluer et en même temps. Nos forces de défense et de sécurité sont à saluer. Elles font un excellent travail, surtout dans ce contexte où l'insécurité règne en maître dans la sous-région. Pour moi, le plus important est de préserver la paix dans le pays, d'où la pertinence du thème de l'appel, la 143e, la paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Laye El-Mahdi. Je remercie le comité d'organisation pour le choix. Nous œuvrons pour la paix dans les têtes, dans les cœurs, partout et dans un climat très apaisé. Tout cela pour espérer un développement durable. Dans un climat quand même apaisé. Fin de ce journal présenté par Jomaron, technique Abdoulaye Diop, réalisation Omar Mbow,
Oumou Kalsoumli, merci d'avoir suivi. Merci beaucoup à Joe Maron et à toute son équipe. Il est 12h40. RFM, la presse du jour. Soumari.com et Ecobank, la banque panafricaine, vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Violence en Mbacké Touba, le khalife général des Mourides s'indigne et met en garde. Serigne Mountakha Mbacké, très remonté contre les fauteurs de troubles dans la ville sainte, a profité de la cérémonie officielle du Magal de Kajou Rajab pour dire ses vérités aux vandales et autres pyromanes. Ce qui s'est passé, dit-il à Touba, ne va plus se reproduire. A martelé d'un ton sec le porte-parole du khalife, Serigne Bass Abdou Khadre. Pour Vox Populi, Touba tape du poing sur la table. Selon Vox Populi, Serigne Bass est allé plus loin. Nous défendrons, dit-il, la ville sainte, quitte à y laisser nos vies. Sur ça, on conclut que Touba se fâche, tout rouge et menace. Touba remonte les bretelles aux politiciens, écrit de son côté le journal Les Échos. L'Observateur nous dit qu'au-delà de Touba Mbacké, ce sont toutes les familles religieuses de notre pays qui sont en diète contre les dérives constatées sur le terrain politique et les réseaux sociaux. Trop c'est trop, les religieux sont poussés jusque dans leur dernier retranchement, ont soutenu Serigne Maïnias et Serigne Khoureyssi Niass, fils de Baïnias. Sociologue des religions, Dr Alassane Dao trouve que les chefs religieux sont fondés à siffler la fin de la récréation, que les guides religieux, dit-il, prennent les devants pour attirer l'attention sur ce phénomène, permet de baisser la tension et d'anticiper sur des heures qui pourraient être compliquées. Pour dépasser cette impasse, Politique Sud Quotidien informe que la société civile fait dans la mesure où une plateforme a été créée pour préserver le Sénégal face à la montée exponentielle de la tension politique. Khalifa Sall, lui aussi, appelle au dialogue. Constate le journal Enquête, si le pouvoir arrête de taper sur les opposants, appelle à une discussion, les gens pourraient s'entendre, soutient l'ancien maire de Dakar avant de réitérer sa main tendue aux socialistes, aux forces de gauche. Plus largement, va-t-il être entendu? Al-Fadri doute, pas sûr que la gauche entende l'appel ou réponde au clin d'œil, dit le journal. Pourquoi? Eh bien, mon confrère explique les limites en page intérieure, les limites d'une stratégie politique. En attendant de voir plus clair dans tout cela, le PUR étale sa force de frappe. Le Parti pour l'unité et le rassemblement a fêté hier ses 25 ans d'existence à Guédiawaye au stade Amadou Barry. Il y avait du monde, relève le journal sur ça. Sonko y est allé en tant qu'invité. Il a pris la parole pour s'en prendre encore à Macky Sall. Il l'avertit en ces termes. Le journal L'Info lui ouvre ses colonnes sans attendre. S'il s'attaque à un seul leader, le peuple va le sortir du palais, menace Ousmane Sonko, qui est revenu aussi sur l'incident de la Corniche le jour de son procès avec Mbaye Niang. Selon le leader de PASTEF repris par Sud Quotidien, les forces de défense et de sécurité l'ont extirpé de son véhicule parce qu'elles voulaient éviter en fait que des nervis tirent sur lui. Il a échappé à un guet-apens. Il annonce son giga meeting dans les prochains jours. Sur ça explique pourquoi le meeting de Mbacké prévu le 24 février a été reporté. Selon le journal, le report est dû aux opérations de désencombrement du marché au Caste Touba. Prévu donc le même jour, Ousmane Sonko demande à ses militants d'aller prêter main forte au khalife des Baye Fall. Les militants de PASTEF, justement, ont d'entre eux chopé encore par la gendarmerie son nom, Abdoulaye Thomas Faye. Selon Libération, il s'agit du chargé de communication du parti de PASTEF de Kaffrine, conduit à la section de recherche de Thiès. Il a été placé en garde à vue suite à un post sur Facebook, post appelant les Sénégalais à se soulever. L'histoire cachée de Serigne Assane Mbacké, l'autre visage de PASTEF à Mbacké, il est en prison depuis quelques jours. Vous le savez, le journal L'Observateur nous dit que Serigne Assane Mbacké est devenu le souffre-douleur du pouvoir, empêcheur de tourner en rond, révolté. Les qualificatifs ne manquent pas s'il s'agit de parler de Serigne Assane. De nouveau en maille à partir avec Dame Justice, le petit-fils de Serigne Falilou Mbacké, séjourne depuis la semaine passée à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Le membre de PASTEF ne compte pas baisser les bras, remarque le journal. Le confrère note que Assane Mbacké est businessman à Dakar. Il affirme avoir été kidnappé. Karim Wade, le motif des problèmes avec Macky Sall, rappelle le confrère. À la une du journal Le Soleil, fin de mandat du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, Macky Sall, mission accomplie pour le président. Azali Assoumani, son successeur, affirme que son bilan est éloquent. Il honore le Sénégal et le continent africain dans son ensemble. Macky Sall de dire servir notre continent a été pour lui. Bonne à tous. Soumari.com
et Ecobank, la banque panafricaine, vous ont offert votre revue de presse. RFM